Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos 2 chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Ça va très loin. 1800 personnes qui ont plus de 100 millions, à qui on va demander 2%, et il y a une levée de bouclier. J'ai l'impression qu'on demande une révolution, alors qu'il y a 20-30 ans, ça aurait été un programme socialiste assez classique. Exactement. S'il y a des manifestations comme ça, il doit accepter le dialogue. Il faut accepter qu'il a perdu. Il faut accepter que s'il y a 8 personnes socialistes qui sont pour la taxe Zuckman, il faut accepter ça, il faut ouvrir le débat là-dessus. À partir du moment où le dialogue n'est pas possible, comment tu peux t'étonner qu'il y ait d'autres formes de mobilisation qui se mettent en place, qui soient beaucoup plus radicales? Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Instant Porcher. Toutes les semaines, on entend tout et son contraire sur l'économie et pas que. Alors on est là avec Thomas pour détricoter tout ça et on en a du travail. Le média est en pleine riposte. L'extrême droite, aidée par des médias financés par les milliardaires, cherche à imposer sa vision en muselant la diversité des voix et en bafouant le pluralisme. Sur les réseaux sociaux et sur la TNT francilienne, nous voulons porter les voix qui dérangent, celles qu'on ne veut pas entendre ailleurs. Cette bataille pour la démocratie nous concerne tous. Rejoignez-nous et soutenez la riposte sur campagne.lemediatv.fr. Bonjour Thomas. Salut Lisa. Alors avec toi aujourd'hui au programme, des centaines de milliers de personnes dans la rue vont-elles faire plier le gouvernement et Emmanuel Macron sur sa politique économique? C'est parti. Des centaines de milliers de personnes ont battu le pavé jeudi dernier pour crier leur colère multiple à propos de la politique d'Emmanuel Macron et ses différents gouvernements depuis maintenant des années. Entre grève, blocage et manifestations, la mobilisation était massive à l'instar de l'époque de la lutte contre la réforme des retraites en 2023. D'autres actions ou mobilisations se mettent en place entre le 10 septembre ou même le week-end dernier. Syndicats, associations, travailleurs, partis politiques ou citoyens appellent à continuer la mobilisation. Thomas, il y avait pas de mot d'ordre particulier ou unique à cette mobilisation. On a parlé austérité, salaire, retraite, modèle social, service public, Macron. C'est un ras-le-bol général là ? Exactement. C'est quand même très rare qu'il y ait une manifestation d'une telle ampleur où on retrouve quasiment les mêmes chiffres, voire même un peu plus, que les manifestations qu'il y a eu pour la réforme des retraites, sans qu'il y ait de mot d'ordre. C'est-à-dire, là, le mot d'ordre des gens, c'était de dire, bon, on n'en peut plus, on veut plus de ce fonctionnement de l'économie. Il y avait un peu le budget, mais bon... Ouais, mais le budget, c'est comme tu le dis, c'est le fonctionnement de l'économie. C'est-à-dire que les gens, ils disent, voilà, on veut plus être la variable d'ajustement de futures politiques, parce que le budget, finalement, le cornu, on en voit les contours, mais on ne le connaît pas encore exactement. On veut avoir plus de salaires, on veut avoir plus de services publics, on veut plus de justice fiscale. En fait, c'était des mots d'ordre typiquement économiques, et il n'y avait pas... Alors, effectivement, la manifestation avait été prévue pour être contre le budget Bayrou, mais Bayrou est tombé. On s'imagine que le budget y ressemblera, mais on n'en voit pas encore les contours. Donc c'était quand même un pari difficile de se dire qu'on allait mettre, malgré la chute de Bayrou, autant de personnes dehors, et les personnes sont sorties. Donc c'est pour moi le résultat de plusieurs années, mais il y avait beaucoup de jeunes, mais on va dire de ces 10 dernières années, qui ont économiquement été marqués par des choix en faveur d'une minorité de personnes qui sont les grandes entreprises et les gens qui sont très riches. Ce que j'ai beaucoup entendu dans les manifestations, on y était avec le média évidemment, c'est quand même, on nous demande de faire des efforts alors qu'en face, il n'y en a pas. Je vais te faire écouter cette infirmière interrogée lors de la journée du 10 septembre par mes camarades Lydia Ménez et Sarah Duyeux. Il faut s'imaginer que je suis toujours en sous-effectif, qu'on est toujours en sous-effectif avec mes collègues qui manquent sans arrêt du monde à l'hôpital, qu'en fait on fonctionne dans un fonctionnement où on est tout le temps en sous-effectif et que très honnêtement on est épuisé, voilà. Moi, je travaille à la maternité, c'est vraiment un beau métier et c'est super, mais on est épuisé. Il faut s'imaginer que régulièrement, quand j'arrive sur mon service, il n'y a pas de brancardier, il n'y a pas d'auxiliaire père, il n'y a pas d'infirmière de bloc, donc je suis toute seule et que si jamais il y a un problème, ça me fait peur. Donc Thomas, les Français sont pas dupes, c'est bien la mal-répartition des richesses ou des efforts qui alimente la colère, là, j'ai l'impression. Exactement. Enfin, là, on a une infirmière, en plus, on a quand même... Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années, on avait applaudi quand même les personnels soignants pour leur investissement face au Covid, on s'en souvient. Et là, on est dans les mêmes débats qu'avant cette crise sanitaire que nous avons eue. C'est-à-dire qu'on vous dit toujours, écoutez, sur l'hôpital, il faut augmenter l'efficacité de l'hôpital et même l'efficacité des services publics. Quelle doit être l'efficacité d'un service public ? C'est pas de compresser les coûts, comme elle explique très bien, c'est-à-dire de faire en sorte que, voilà, on va moins bien payer les gens, on va leur demander plus avec moins de gens, on va supprimer des fonctionnaires, etc. L'efficacité d'un service public, normalement, c'est dans ce qu'il délivre. Est-ce que ce qu'il délivre satisfait les gens qui utilisent ce service public ? Et la majorité des gens sont attachés à leur service public. Ils demandent justement
que les gens puissent avoir des latitudes pour que ça se passe mieux, des moyens pour que ça se passe mieux, pour réduire les temps d'attente, etc., pour pouvoir exercer leur métier dans de bonnes conditions. Et ça devrait être ça aujourd'hui, l'efficacité du service public. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, écoutez, sur le budget, enfin en tout cas le budget de Bayrou, mais sur les budgets à venir, a priori, ça devrait être la même chose. On va geler le salaire des fonctionnaires, on va supprimer les postes de fonctionnaires, on va geler les dotations au service public. Donc on voit très bien que l'efficacité, ça consiste en une compression des coûts et in fine en un service qui va être plus difficile à délivrer à l'usager et aussi qui va faire en sorte que les gens qui resteront devront faire beaucoup plus de tâches pour le même salaire. Comme on le disait, il n'y a pas un seul mot d'ordre, mais j'ai l'impression que ce qui relie tous les mots d'ordre, toutes les revendications ou tous les mal-être, c'est vraiment la mauvaise répartition des richesses, on vient de le dire, et toutes ces conséquences sociales aussi. On nous a beaucoup parlé de racisme, de LGBT-phobie, de misogynie, de guerre aussi beaucoup. Tout ça, c'est très lié à la politique économique d'Emmanuel Macron ou même la politique libérale européenne, ce genre de revendications. Oui, alors vous avez deux choses. C'est vrai qu'en France, depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire, moi je dirais depuis le changement de François Hollande, qui s'est rallié à la politique de l'offre avec Manuel Valls, vous avez eu un certain nombre de réformes qui ont été qui ont été subies par les salariés. Rappelons par exemple la réforme de la loi travail, on le dit souvent, mais c'est 25 millions de gens en emploi qui ont vu des conditions beaucoup moins favorables à leur égard, moins de protection, qui fait qu'ils peuvent être des variables d'ajustement quand l'économie ralentit. Il y a eu 2 lois travail comme ça, il y a eu le CICE qui a été compensé par des baisses de dotation aux collectivités locales, vous avez eu toutes les réformes sur l'IS, l'ISF, vraiment il faut le dire, qui ont permis aux plus riches de payer moins d'impôts. Donc les gens ont vraiment eu l'impression de subir une grosse partie des ajustements. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on leur explique ? Parce que c'est ce qu'on leur a dit, vous avez été trop gâtés pendant ces dernières années, vous devez encore subir des ajustements parce que justement, ce qu'on vous a donné, on vous l'a trop donné les dernières années. Donc ça, c'est pas entendable pour les gens et je le comprends parce que c'est vrai, c'est pas entendable. Et la deuxième chose, c'est le contexte international, mais aussi national, avec la montée de l'extrême droite qui attaque des questions qui attaquent les minorités, qui s'en prend très, très fortement à des questions sociétales. Et donc tout ça crée on va dire une double atmosphère, une atmosphère extrêmement violente à l'égard des minorités, dans un contexte aussi où il y a une guerre à la frontière de l'Europe et une guerre entre Israël face à Gaza. Et de l'autre côté, vous avez une attaque contre le modèle social et contre le fonctionnement de l'économie qui se fait contre les personnes les plus précaires. Donc voilà où est-ce qu'on en est. Donc pour les gens, ça crée un climat qui est très difficile à tenir. Très difficile à tenir. Et moi, je suis surpris que les gens aient manifesté dans un contexte où vraiment les fins de mois sont de plus en plus difficiles, où on s'est tapé 3 ans d'inflation très forte, où les prix ne sont pas redescendus à leur niveau d'avant et où les gens ont subi, encore une fois, beaucoup d'ajustements. Oui, c'est vrai que c'est le mot injustice, je pense, qui a le plus rassemblé, comme tu me disais, soit sur les guerres ou sur les génocides, que ce soit en Palestine ou au Congo. Enfin voilà, c'est des choses qu'on a beaucoup entendues. Et des affiches, moi, que j'ai beaucoup vues aussi, c'est toujours sur la mauvaise répartition des richesses, c'était remets ton ISF, ou alors beaucoup sur la taxe Zuckman, on en a beaucoup parlé dans l'instant Porcher. Pourtant, chez les médias mainstream, on entend que c'est dangereux. Alors, est-ce que c'est la masse, comme pendant les retraites, qui a tort ? N'y connaissent rien, ou est-ce que la taxe Zuckman ou la retraite à 60 ans, c'est pas des si mauvaises idées que ça, et c'est possible économiquement de le faire? Moi, je suis vraiment étonné, comme tu l'as dit, de la levée de bouclier qu'il y a contre une taxe finalement très faible, parce qu'on parle vraiment de 2% sur des gens qui ont plus de 100 millions. Et qui ont un capital qui s'auto-valorise chaque année, on l'a dit plusieurs fois, qui augmente bien plus vite que les 2% qu'on va leur prendre. On parle de 8% d'augmentation et parfois, dans les cas comme Mistral, on a des augmentations extrêmement exponentielles. On s'attaque au cœur de leur idéologie, c'est ça qui touche, quoi. Mais exactement. Mais quand on voit finalement que les lois travail, l'ensemble des éditos économiques vous ont dit que c'était génial. La réforme des retraites, qui concerne 17 millions de personnes, l'ensemble des gens vous ont dit c'est super, il n'y a pas de souci. Et je veux dire, demain, on avancerait des réformes encore plus difficiles, comme celle qu'a connue par exemple la Grèce. Plein de gens vous diraient nous devons les faire. Et là, on parle de 1800 personnes
qui ont plus de 100 millions, à qui on va demander 2%, et il y a une levée de boucliers qui vont jusqu'à attaquer l'auteur Gabriel Zucman, l'économiste Gabriel Zucman, attaquer sa personne en disant que c'est pas un bon économiste, etc. Alors que bon, ça reste quand même un des meilleurs économistes au niveau mondial. Donc ça va très loin, ça va très loin. Et vous savez, Warren Buffett, qui était un milliardaire américain, qui a été à un moment la première fortune mondiale, avait dit une phrase. Il avait dit la lutte des classes existe. Et il a dit nous la menons et nous sommes en train de la gagner. Alors lui est plutôt quelqu'un qui défendait une meilleure redistribution. Mais il a raison, on le voit bien là, dès qu'on touche à une partie de ce qu'on appellerait les gens qui ne faut pas toucher, ces gens qui ont plus de 100 millions, vous avez des levées de boucliers pour vous dire ça ne fonctionne pas, c'est impossible, et attaquer la personne qui a fait ça. Donc oui, il y a quelque chose de dingue dans la façon dont le débat public est mené sur cette question-là. Et c'est pour ça que la colère, elle est nourrie, parce qu'on nous demande l'austérité, mais on voit, les gens ne sont pas dupes, on voit qu'il y a de l'argent quelque part et que tout est encouragé pour qu'ils grossissent et qu'on n'y touche absolument pas. Voilà, même si, disons-le, on l'a dit, nous avons soutenu la taxe Zucman, on l'a expliqué à plusieurs reprises, mais la taxe Zucman ne résoudrait pas tout. C'est un mini début en fait. J'ai l'impression qu'on demande une révolution alors qu'en fait, il y a 20-30 ans, ça aurait été un programme socialiste assez classique. Exactement, mais moi je suis persuadé qu'il faut aller plus loin sur un certain nombre de choses. Par exemple, quelqu'un qui va gagner 20 fois le SMIC, il doit avoir un taux marginal, on doit revoir l'impôt sur le revenu, il doit avoir un taux marginal qui augmente. Dans la taxe Zucman, c'est une bonne chose, mais il ne faudrait pas que l'économie se simplifie au fait de taxer les très riches pour redonner aux plus pauvres. Derrière, il ne faut jamais oublier, c'est le cas en France, que nous avons des financements communs qui profitent aussi à tout le monde. Un riche a une carte vitale, un pauvre a une carte vitale, il y a des services publics qui sont financés par l'ensemble de la société qui profitent à tous. Donc ce n'est pas qu'une question de redistribution entre riches et pauvres, c'est aussi comment tu crées des biens communs qui servent l'intérêt général. Et c'est extrêmement important aussi d'aller là-dessus. Je dis ça pourquoi ? Parce que si demain, je ne sais pas, comme par magie, quand on a vu les résultats des sondages, tu les as vus comme moi, la plupart, tous les électeurs sont favorables à plus de 75%, me semble-t-il. Même les électeurs Renaissance, RN, même de la droite, sont tous favorables à la taxe Zucman. Si demain, je ne sais pas pour quelle raison, Macron accepte de mettre sa fierté de côté et se dit, bon allez, ok, la taxe Zucman, ils la veulent, on le fait. Il ne faut pas que la taxe Zucman soit un prétexte pour aller faire des économies sur la dépense publique en disant, regardez les amis, on vous a fait la taxe Zucman, elle rapporte entre 5 et 20 milliards, parce qu'il faudrait voir après ce que dira le Conseil constitutionnel, mais elle va vous rapporter quelques milliards, donc on peut faire des économies sur les services publics, sur les dépenses sociales, sur l'assurance maladie. Il ne faut pas que ce soit ça. Il faut vraiment être clair là-dessus, que tout ce qui concerne les services publics et la dépense sociale, c'est-à-dire retraite, assurance maladie, assurance chômage, il ne faut pas y toucher. Il ne faut pas y toucher parce que c'est quelque chose qui va toucher les plus pauvres directement. D'accord ? Et qu'après, la taxe Zucman, bien sûr, elle doit être là parce qu'on nous dit qu'il y a une urgence de réduction des déficits. C'est très bien. Dans ce cas-là, il faut les taxer. Ils sont énormément enrichis sur le dos des travailleurs et des cotisants français. Parce que chez les très riches, il y a une forme de régressivité de l'impôt. Quand on arrive à un très haut niveau, on peut pratiquer de l'optimisation fiscale de manière légale qui n'est plus entendable aujourd'hui. La question que je me suis posée aussi, c'est quelle efficacité dans ce type de mobilisation, comme on a vu jeudi dernier, car la politique économique et sociale d'Emmanuel Macron ne change pas dans le fond, malgré les énormes mobilisations qu'on a vues, notamment pendant la réforme des retraites. C'est quoi l'impact économique d'une telle journée comme le 18 septembre ? En termes de pertes, il est quasiment nul. Il y a toujours des gens qui vont vous dire oui, quand il y a un mouvement social, c'est très grave, on a de la perte de croissance, et tout ça, c'est faux. C'est rattrapé, on l'avait expliqué à plusieurs reprises. Toutes les grandes grèves ont montré qu'il n'y avait pas eu d'impact au niveau d'une année. Non, la vraie question de fond, c'est là, le rapport de force, il a été établi. On l'a montré. Mais le problème, c'est qu'en haut lieu, on ne veut pas tenir compte de ça. Comme au moment de la réforme des retraites. Parce que normalement, quelqu'un devrait dire, bon là, je vous ai entendu, il n'y a pas vraiment de motif, je vous ai entendu, ou vous êtes contre la politique que j'essaie de mener depuis 4 premiers ministres. Donc au 5e, je vais faire en sorte que ça se passe bien. Mais visiblement, en haut lieu, on n'entend pas trop la colère. On l'a bien vu au moment de la réforme des retraites. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Soit la colère s'intensifie, avec toutes les contraintes que nous connaissons et dont nous avons parlé avant, c'est-à-dire les fins de mois difficiles, les gardes d'enfants, quand les écoles ferment, enfin tout ça est très compliqué. Et Macron le sait bien, et il sait que lui, il a le temps et le budget, parce que lui, il n'a pas dans des dynamiques où il doit aller chercher un enfant à l'école, où l'école est fermée, où il doit finir son fin de mois et s'il perd une journée de salaire. Donc ça, il le sait. Ou après... il y a d'autres formes de mobilisation qui se greffent à la mobilisation et qui entraînent un effet boule de neige. Nous verrons, mais normalement, dans le contexte actuel, quoi qu'il en soit, un gouvernement
devrait acter qu'il y a une vraie défiance à l'égard de la politique qu'il mène. Et quand on voit les soutiens d'Emmanuel Macron aujourd'hui, il est soutenu par une assez faible partie de la population, donc il devrait en prendre acte. Normalement, c'est le jeu démocratique. J'ai l'impression que ce qui effraie davantage le pouvoir et le patronat, c'est pas forcément les manifs de répudiation, pour parler comme un Parisien, mais c'est plus les blocages. Les blocages de bus, on l'a vu, ça a été très violent. Il y a eu un gros dispositif policier partout en France. Les blocages d'usines assez stratégiques, les blocages de l'essence, n'en parlons même pas. Est-ce que c'est ça qui fait peur au gouvernement, le blocage économique? Le blocage économique, on l'a vu en 95 et on l'a vu même dans des épisodes un peu plus réduits ces derniers temps. C'est-à-dire quand vous avez les raffineries, les raffineurs notamment qui commencent à s'y mettre, que vous pouvez avoir des pénuries d'essence, ou quand vous avez les transports qui fonctionnent moins, oui, il y a une marge, il y a une possibilité de négociation. Mais c'est vrai que ces dernières années, elles ont quand même beaucoup épuisé les travailleurs, énormément. Tout a été fait en fait pour qu'il y ait des dispositifs aujourd'hui qui puissent assurer des relais, notamment dans les transports. Et puis il y a eu aussi tout un dispositif répressif des manifestations que nous avons vu au moment des Gilets jaunes, même si là il s'agit de syndicats qui ont l'habitude d'établir quand même des rapports de force et d'encadrer des manifestations. Ce qui a fait reculer Macron la dernière fois, c'était quand il y avait cette mobilisation des Gilets jaunes qui était protéiforme, sans interlocuteur, qui était plus difficile à cerner. Voilà, moi je reste quelqu'un qui soutient l'action des syndicats. Après, il est clair qu'aujourd'hui, nous le voyons bien, pour avoir des résultats, il faut mettre des rapports de force à forte intensité. C'est pour ça qu'à l'époque des JO, il y avait beaucoup de gens qui disaient qu'ils allaient manifester pendant les JO pour avoir des résultats. Parce que le gouvernement n'écoute pas et ne prend pas en compte des démonstrations de force qui se passent très bien comme celle d'hier. Et je veux dire, c'est désolant, parce que normalement, il devrait écouter ça, ou comme il y a eu au moment de la réforme des retraites, l'ensemble de l'intersyndical qui est contre, il devrait écouter. Mais le gouvernement n'écoute plus, donc il force les manifestants à aller vers des rapports de force plus difficiles. Justement, plus forte intensité. Pardon. Voilà, d'aller dans des rapports de force plus forts, hein, donc notamment des blocages ou même de la violence symbolique comme casser des vitrines ou encore d'autres types d'actions de désobéissance civile. Ça amène aussi tout un discours à décrédibiliser la mobilisation, et surtout, j'ai l'impression qu'on essaye de faire la leçon. Moi, j'ai vu par exemple un tweet de Prisca Thévenot qui décrédibilisait les syndicalistes RATP qui ont envahi le ministère de l'économie, Bercy. Ils partaient de Gare de Lyon, ils ont fait une AG et ils ont décidé d'envahir Bercy pour dire là ça va trop loin, et ils ont dit oui, c'est pas comme ça qu'on doit exprimer sa colère. J'ai l'impression qu'on essaye de dire voici quelle est la manière légitime d'exprimer sa colère, quelle est la manière illégitime d'exprimer sa colère, et tout ça permet de ne pas parler d'une autre violence qui est la violence économique que se prend la population depuis des années. Est-ce que toi tu vois une forte violence économique que se prend la population? Non, mais il y a très clairement une violence économique qui est d'ailleurs légale, qui n'est pas une violence où on attrape quelqu'un, qui n'est pas une casse de vitrine ou une violence physique, ou une violence physique directe, mais qui est une violence dans l'organisation des règles, qui in fine se traduit par une forme de violence, bien sûr. Aujourd'hui, vous fermez une usine, c'est d'une extrême violence. Vous licenciez des gens qui ont plus de 50 ans et vous ne voulez pas les reprendre parce que vous les considérez comme des seniors. C'est d'une extrême violence. Et même dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, les gens ne sont pas bêtes. Même des gens qui ont fait qui sont cadres, qui sont ce qu'on appelait des protégés. Ils voient les chiffres en milliards de leur entreprise et ils voient les augmentations qu'ils ont et ce qu'on leur demande de faire. Et ils se disent on se moque de moi. Donc non, il y a une violence via des règles qui ont été établies. Et là, on remonte aux lois travail, à plein de choses comme ça, à la suppression des postes de fonctionnaires, qui amène à une forme de qualité du travail qui est complètement dégradée. Et donc qui est une violence, bien sûr, subie. Après, le gouvernement, il refuse le dialogue. La réalité, c'est que c'est lui, en fait. S'il y a des manifestations comme ça, il doit accepter le dialogue. S'il y a 7 Français sur 10 qui sont contre la réforme des retraites, il faut accepter qu'il a perdu. Il faut accepter que s'il y a 8 personnes sur 10 qui sont pour la taxe Zuckman, il faut accepter ça, il faut ouvrir le débat là-dessus. Lui, il refuse de le faire. Donc le dialogue n'est pas possible. À partir du moment où le dialogue n'est pas possible, comment tu peux t'étonner qu'il y ait d'autres formes de mobilisation qui se mettent en place, qui soient beaucoup plus radicales? Donc c'est le gouvernement, c'est lui normalement qui doit faire en sorte qu'il y ait un dialogue serein entre les représentants des syndicats et le gouvernement.
et qu'on écoute à un moment la population aussi. Il y a des arguments d'un côté qui disent qu'on va avoir un automne type gilet jaune et de l'autre que la mobilisation va s'affaiblir, va se fatiguer. Tu te situes comment toi par rapport à ça ? Honnêtement, je ne sais pas. J'ai pas d'avis. Moi, ce que je vois, c'est que... Alors, je vois qu'il y a une colère qui est effectivement au niveau de celle qui a été de 2018 au moment des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'on a le même type de colère profonde, avec le même sentiment d'injustice, parce qu'à la base, les Gilets jaunes, rappelons-le, ça a été la goutte d'eau, ça a été la hausse de la taxe carbone. Après qu'il y ait eu toutes ces baisses d'impôts, notamment la baisse de l'ISF, où les gens ont compris qu'il y avait une forme d'injustice fiscale, et pas de ras-le-bol fiscal, d'injustice fiscale. C'était l'essence à 1,50 à l'époque. C'est bien de le rappeler, parce qu'aujourd'hui, les 1,50, on serait bien content de les avoir. Voilà. Et là, aujourd'hui, je pense qu'il y a la même colère, mais les gens sont plus pris à la gorge que 2018. Parce qu'il y a eu 3 ans d'inflation, où les prix ne sont pas redescendus, ils ont fait plus 20%, voilà, et les salaires, ils n'ont pas fait plus. Ils sont en train de rattraper petit à petit, mais donc il y a eu ça. Et vous avez aussi, bien sûr, la façon dont s'est passée réprimandée la manifestation des Gilets jaunes, qui font que les gens, aujourd'hui, ils se disent, bon, ils sont pris à la gorge financièrement. Il n'y a rien de mieux pour empêcher les gens de manifester. En fait, vous les prenez financièrement à la gorge. Ils ne peuvent pas perdre une journée de travail, sinon c'est catastrophique. Donc là, ils sont pour le mouvement, mais concrètement, avec encore, je veux dire, la gestion de la maison, c'est très difficile d'aller manifester. Donc la colère est là. Est-ce que ça va se transformer ? C'est très difficile justement pour les raisons que je viens d'évoquer. Oui, parce qu'il y a le problème financier, tu l'as dit, la répression policière qui est quand même extrêmement forte et dangereuse, et puis aussi toute la propagande médiatique et puis aussi tous les instruments dans les entreprises qui se sont développés pour éviter de mettre en place de la syndicalisation, des outils de grève. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un CSE, enfin bref, on en a déjà parlé, mais dans toutes les sphères de la possibilité de se mobiliser, il y a eu une sorte d'araignée pour empêcher de se mobiliser. Donc, exactement. Et justement, au lendemain de ces fortes grèves, manifs, blocages, il n'y a pas eu d'annonce majeure du nouveau Premier ministre. Sébastien Lecornu, il s'est dit prêt à recevoir les syndicats dès le soir même et à dénoncer les violences et à soutenir les forces de l'ordre. Le chef du gouvernement a annoncé, je cite, une mission d'État efficace et a nommé 2 fonctionnaires chargés de supprimer des structures publiques. Je cite, le nouveau Premier ministre veut rendre l'État plus efficace et vise notamment les structures qui font double emploi dans le même champ de politique publique. C'est quoi le message, Thomas ? Parce que d'un côté, on pourrait se dire, il se dit on va faire des économies sur nous d'abord s'il y a des services qui ne servent plus ou des services qui font doublon. De l'autre, il y a aussi un risque de dérive. On se dit, encore des services publics ou des fonctionnaires qu'on veut enlever. Il faut toujours se méfier, j'ai l'impression. Non, mais ils sont à côté de la plaque. Moi, je pense qu'il n'y a aucun syndicat, si ce n'est peut-être le MEDEF, mais qui a dit qu'il fallait aller faire la chasse aux doublons dans l'administration publique. Alors, pourquoi pas ? S'il y en a, moi je suis pour la transparence. Allons voir. On sait très bien, on le sait, et je prends le pari ici, on ne trouvera pas grand-chose là-dedans. Je pense qu'aucun des syndicats, que ce soit Sophie Binet, que ce soit les représentants de FO et même de la CFDT, n'ont dû parler de ça. Je veux dire, le combat des syndicats ces dernières années, ça a été vraiment la réforme des retraites. Ça a été ça, où ils étaient vraiment tous d'accord. Et c'est là-dessus que le conclave s'est fait. Donc la réforme des retraites, c'est une chose qui est très importante. Donc je pense que c'est là-dessus qu'ils devraient regarder. Je veux dire, les 2 vrais dossiers, en fait, s'il veut passer. Les 2 vrais dossiers, c'est la question de la réforme des retraites et la question de la taxation Zuckman. C'est pas ça qui va résoudre tous les problèmes de l'économie, on l'a dit, mais c'est les 2 gros dossiers chauds. Voilà. Et visiblement, c'est les 2 dossiers que notre nouveau Premier ministre évite. Voilà, il parle de tout sauf de ça. Alors, il a supprimé 2 jours fériés, bon, très bien, voilà. Parce qu'on s'attaque à l'idéologie libérale même, taxer les riches et travailler moins. Exactement, il a été dire, les premiers ministres, je vais faire attention, mais sur la question de la retraite, qui est un point important, et sur la question de la taxation Zuckman, il n'y a rien du tout. Donc on va voir ce qui va se passer, mais c'est ce que les syndicats demandent. À un moment, il va devoir prendre en compte la parole des représentants des syndicats. Et merci à vous, chez vous, d'avoir suivi cet épisode de l'Instant Porcher. J'attire une dernière fois votre attention avant de se quitter. La situation politique est inédite, historique, et face aux 105 millions d'euros du milliardaire ultra-conservateur Sterrin, qui veut installer l'extrême droite au pouvoir, le média est en pleine riposte. C'est une contre-offensive vitale et citoyenne, et c'est notre unique chance de bâtir une chaîne d'infos populaire et indépendante, capable de percer sur les réseaux sociaux et sur la TNT francilienne, pour donner enfin la parole à celles et ceux qu'on ignore, et pour enfin couvrir les luttes comme on l'a vu pour le 10 et le 18 septembre. Ensemble, reprenons le terrain et protégeons notre démocratie. Soutenez-nous sur campagne.lemediatv.fr. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.